Je suis sincèrement désolée, je ne sais pas à quel point ça va s'entendre avec le micro-cravate, mais l'automne est arrivé dès le 1er septembre. C'est-à-dire qu'il a débarqué dans mon appart dès le 1er septembre et... En général, j'ai 2 rhumes par an, du coup, c'est mon rhume automnal. Mais on va quand même fêter la fin de l'été avec un bilan lecture du mois d'août. Toujours 4 lectures, voilà, c'est mon rythme de croisière. En vrai, ça faisait longtemps que je ne remarquais plus vraiment quel était mon rythme de lecture vraiment tranquille. Et je suis contente de voir que j'arrive quand même à avoir 4 lectures, diverses et variées, hein, on s'entend. Ce ne sont pas que des romans, il y a 2 œuvres graphiques et 2 romans. Mais je suis quand même contente de cette petite moyenne mensuelle. On va commencer avec une œuvre graphique qui s'appelle Tant pis pour l'amour, ou Comment j'ai survécu à un manipulateur de Sophie Lambda. Ce roman graphique a fait énormément parler de lui il y a quelques années, il me semble pendant l'année de sa sortie, donc 2019, puisque c'était un des premiers romans graphiques qui abordait le sujet du pervers narcissique. On s'entend qu'aujourd'hui, le terme de pervers narcissique n'est pas le terme le plus approprié pour parler de la manipulation dans le couple, mais par facilité et parce que l'autrice l'aborde comme ça dans son œuvre, je vais utiliser le terme de pervers narcissique. Donc Sophie Lambda va nous raconter son expérience par rapport à une relation amoureuse qu'elle a eue il y a quelques années avec un homme qui l'a manipulée et qui manipulait ses émotions afin de la maintenir sous emprise. Ce que j'ai beaucoup aimé dans ce roman graphique, c'est qu'à un moment donné, l'autrice va parler de la généralisation, on va dire, du trouble du pervers narcissique, dans le sens où elle va nous donner un peu des faits et nous donner un peu les mécanismes de la manipulation et les raisons de pourquoi les personnes agissent comme ça. C'est-à-dire qu'il y avait toujours une période de lune de miel où tout était beau, tout était rose, ensuite une période où il l'ignorait, une période où il reprochait des choses et il lui lançait des pics bien acérés sur les sujets qui font mal, et une période où la victime est complètement sous le choc et est au bord de la rupture. Et il y a toujours cette lune de miel qui revient pour garder la victime sous emprise. Mais c'est une toute petite partie dans le roman graphique, c'est beaucoup plus concentré sur son expérience et c'est plus un roman graphique autobiographique. C'était une des premières œuvres qui parlait de ce sujet-là, en tout cas en 2019. On va dire que je n'y ai pas vraiment trouvé ce que je voulais, puisque moi je voulais vraiment quelque chose un peu plus poussé dans l'analyse, mais on a quand même énormément de choses qui sont dites dans ce roman graphique, de par l'expérience de l'autrice, et de par sa mise en scène aussi. Il y a certaines planches où elle montre vraiment le désastre émotionnel que cette relation a été pour elle, et ce que ça engendre en fait pour les victimes, ce qui était vraiment très intéressant. Et on peut pas rester insensible face à la détresse émotionnelle qu'a ressenti l'autrice lors de cette relation. Même si je n'ai pas trouvé tout ce que je voulais dans ce livre, j'ai vraiment aimé cette lecture et je suis contente de l'avoir faite, puisque c'est un des piliers, on va dire, des œuvres qui parlent du pervers narcissisme, ou en tout cas de la manipulation dans le couple de manière générale. Alors je vous disais que je lisais 4 œuvres, on va dire, par mois. En vrai, j'aurais pu en lire plus si j'avais lu ce livre un peu plus rapidement, mais écoutez, c'était le genre de lecture que j'avais envie de savourer, en fait, et de ne pas trop la dévorer et d'en profiter un petit peu, puisque je trouvais que la structure était vraiment bien faite. Il s'agit de La couleur pourpre d'Alice Walter. C'est une très vieille édition qui date des années 1980-1988 que j'ai trouvée dans ma boîte à livres. Je pense qu'il y avait quelqu'un qui s'est débarrassé de tous les romans de mamie dans la boîte à livres, et du coup j'ai pu profiter j'ai pu en profiter avec ce livre-là et j'en suis vraiment très contente puisqu'il me faisait très envie. On va y suivre Célie qui habite dans un état du sud des États-Unis, si je me souviens bien, et qui a pas très bien commencé dans sa vie. Dans le sens où on va aborder pas mal de sujets graves dans ce roman, notamment le V dans la famille. Voilà, vous comprenez en substance de quoi ça parle. Et on va surtout aborder la relation qu'elle a avec sa sœur, qui est donc plus petite qu'elle, mais qui a une personnalité tout autre qu'elle, mais
elles arrivent quand même à garder un lien très très fort entre elles et elles s'aiment énormément. Donc le jour où Célie va être mariée à un homme, sa sœur Nettie ne pourra plus la voir aussi souvent et il y a même un moment donné où elles ne se verront plus du tout. C'est à partir de ce moment-là que Célie décide d'écrire des lettres qu'elle adresse au bon Dieu et où elle va raconter un peu toutes ses mésaventures et un peu son quotidien. Et c'est absolument émotionnellement très addictif. Dans le sens où Célie est une femme à laquelle on ne peut que s'attacher puisque c'est une femme, je ne l'ai pas précisé, mais à la peau noire, qui n'a pas vraiment une éducation très très haute et ça se ressent dans les lettres qu'elle va écrire au bon Dieu. Elle fait des fautes de syntaxe, des fautes de grammaire et elle va également essayer de retranscrire à l'écrit des expressions qu'elle entend à l'oral, mais vu qu'elle comprend pas vraiment ces expressions, elle va mal les orthographier. C'est ce genre de petites choses que j'ai adoré dans ce bouquin, c'est que l'autrice s'est vraiment mis dans la peau d'une femme dans les années 20, si je me souviens bien, au sud des États-Unis, un peu en dehors de l'esclavage, mais on sent quand même qu'il y a vraiment toute une communauté des personnes noires, mais qu'il y a quand même de la discrimination aussi dans la communauté, les personnes blanches qui les méprisent au plus haut point. Mais ce qui est vraiment très fort, c'est qu'il y a une sororité qui se met en place dans ce livre, dans le sens où Célie donc a un lien très fort avec sa sœur, mais également avec sa belle-sœur. Non, c'est pas sa belle-sœur, c'est sa belle-fille par alliance. Il y a un panel de personnages féminins assez variés et surtout, elles ont chacune leur personnalité qui fait qu'on s'attache à chacune d'entre elles. Et il y a une petite relation amoureuse lesbienne dans ce livre, donc j'étais très contente, je savais pas du tout qu'il y avait de la représentation lesbienne dans ce livre, et je fus vraiment ravie parce que l'autrice le dit à demi-mot, mais je pense que c'était un peu lié à la censure aux États-Unis à ce moment-là. Et ce que j'ai vraiment beaucoup aimé surtout, c'est que les personnages ont chacun une voix qui leur est propre. Donc on a la voix de Célie de par les lettres qu'elle écrit à Dieu, mais il y a également les autres personnages qui ont droit à leurs propres expressions, qui ont le droit à leur propre manière de parler, et c'est vraiment ce qui m'a fait accrocher dans ce livre, parce qu'en fait c'est rare en ce moment des personnages qui ont une voix aussi reconnaissable que les personnages dans La couleur pourpre. Il ne s'y passe pas grand chose dans ce bouquin, mais vous allez passer un super moment avec des personnages très attachants et je ne peux que le recommander parce que ça a été une de mes meilleures lectures de l'été. Je vais très rapidement passer sur l'œuvre suivante puisque je vais la chroniquer dans une vidéo qui lui sera dédiée. Il s'agit de Nana de Aiyazawa. Non, je ne l'avais pas lu. Oui, je suis très contente de le faire aujourd'hui. Tout ce que je vais vous dire sur cette lecture pour l'instant, c'est que j'ai lu en août les 4 premiers tomes. J'ai pu emprunter toute la série dans ma médiathèque. Donc vraiment, si vous avez toujours pas une inscription à la médiathèque, qu'est-ce que vous attendez en fait? Puisque dans la mienne, on peut emprunter le nombre de documents qu'on veut. Donc j'ai pu emprunter toute la série. J'en suis à peu près à la moitié et comment vous dire que... D'un côté, je ne regrette pas de la découvrir que maintenant parce que je peux comprendre vraiment la profondeur de ce que ressentent les personnages parce qu'il y a quand même une intrigue très complexe et des intrigues amoureuses qui sont pas très faciles à comprendre et je pense que la moi de 14 ans serait passée à côté de beaucoup de choses. Mais d'un autre côté, ça aurait effectivement été intéressant de voir ce que j'aurais retenu à l'âge de 14 ans et ce que je retiens à l'âge de 32. Mais en tout cas, c'est une très grande œuvre. Je suis absolument pas surprise que ce soit un des gros classiques du shoujo et des mangas aussi en règle générale. Parce que c'est vraiment très très bien, très complexe. Les personnages sont attachants et en même temps ont plein de dualités et plein de paradoxes qui font que on ne peut que s'attacher à eux parce que l'autrice a réussi à les rendre plus qu'humains en fait. Et oui, je sais qu'il n'y a pas la fin de Nana, mais bon écoutez, je me dis que peut-être, si l'autrice sait que je lis Nana, peut-être qu'elle va se dire « Ah bah si elle l'a lu, c'est bon, je peux faire la fin !» Oui, on essaye de mettre de l'espoir comme on peut, hein, écoutez. Et le dernier livre que j'ai lu en livre audio, il s'agit de Moi qui n'ai pas connu les hommes de Jacqueline Harpman. Imaginez, vous êtes partie d'un groupe de personnes, 40 pour être précise, qui sont enfermées dans une cage et gardées par des gardes. Et pendant des années, vous allez être calqué sur des horaires qui sont pas forcément évidents. Vous, de toute façon, vous ne savez pas si ces horaires sont évidentes ou non, ou si elles sont falsifiées, puisque c'est dans un bunker. Donc c'est vraiment souterrain. Heureusement, vous vous souvenez de votre vie d'avant, mais comment agir en société lorsque on est 40 personnes enfermées dans une cage, gardées par des gardes, et qui même eux ne veulent pas révéler le pourquoi du comment vous êtes là.
Et imaginez qu'il y a une personne, une enfant, la seule enfant dans la cage, qui n'est pas connue justement la société que nous connaissons aujourd'hui et qui découvre en fait un peu la vie au travers des paroles et des récits que font ses aînés. Cette histoire, c'est l'histoire de Petite, qui est du coup cet enfant qui n'a jamais connu la société et qui se retrouve avec un groupe de 39 autres personnes qui, elles, ont connu la société et essayent de la maintenir tant bien que mal, même si, est-ce que ça sert encore à quelque chose puisque elles sont enfermées dans une cage. Franchement, j'ai été absorbée par cette lecture. Ce que moi j'ai beaucoup apprécié, mais ce que peut-être d'autres personnes vont considérer comme un point négatif, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de réponses aux questions qui sont soulevées par le livre. Pour moi, ce livre, c'est plus une expérience. On nous met dans la peau d'une personne qui n'a jamais connu la société et qu'est-ce qui se passe à partir de ce moment-là? Qu'est-ce qui se passe si, justement, la société n'existe plus ou qu'il n'existe que quelques petits îlots de société, on va dire? Est-ce qu'elle sera du genre à reprendre les règles que les aînés lui ont dictées ou est-ce qu'elle va dicter ses propres règles? C'est une réelle expérience de lecture, mais en même temps des questionnements philosophiques sur la société, sur ce qui fait le genre et qu'est-ce qui se passe si toutes ces règles sont effacées d'une manière ou d'une autre. À mon sens, c'est une expérience de lecture qui nous repousse dans nos retranchements sur qu'est-ce qu'on ferait si on était à la place de Petite. En tout cas, je le recommande vivement. Roman d'OSF des années 80, écrit par une francophone, c'est tout ce que j'aime. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter et à me partager vos dernières lectures de l'été, puisque l'automne est déjà là. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.